Je suis rentré à la maison, mais ma femme avait disparu. J'ai vérifié sa localisation et je m'y suis rendu. Ma mâchoire est tombée quand je l'ai vue sur lui. Je lui ai tendu un piège et je suis parti, mais 3 ans plus tard, elle est venue sur mon porche en prétendant que... Oh mon Dieu, elle a reçu une sacrée dose de karma. Mon voyage n'a pas commencé comme je l'avais espéré. Le jeudi et le vendredi, je devais assister à une conférence à Minneapolis, mais je n'ai pas eu droit à l'au revoir chaleureux auquel j'étais habitué. Ma femme, Martha, prenait généralement une demi-journée de congé pour rendre mon départ mémorable, mais cette fois, elle m'a juste donné un baiser d'adieu rapide avant de partir travailler. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ava, mais les gens m'appellent souvent Evan. J'ai 49 ans, je suis heureux en mariage avec Martha depuis 24 ans, et nous avons 2 enfants, Ross, qui a 22 ans, et Amelia, qui a récemment eu 20 ans. Mon voyage a commencé à 15 heures. J'ai quitté le travail et je me suis dirigé vers l'aéroport. J'aime toujours arriver en avance pour mon vol de 18 heures afin d'éviter tout stress lié à un retard. Tout se passait bien, et j'attendais patiemment l'annonce du départ du vol. Cependant, la chance n'était pas de mon côté cette fois-ci. Le vol en provenance du Minnesota a été retardé à cause du mauvais temps et d'une tempête de neige imminente. Après un retard de 45 minutes, nous avons finalement embarqué. Environ 30 minutes après le décollage, j'ai remarqué que l'avion effectuait un subtil virage à gauche. Au début, j'ai pensé que c'était un ajustement mineur, mais il est devenu clair que nous faisions demi-tour. Le pilote a confirmé qu'en raison de la violente tempête de neige, nous ne pouvions pas atterrir à Minneapolis, nous devions donc retourner à notre point de départ. De retour sur la terre ferme, je me suis précipité au comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne pour réorganiser mes plans pour le lendemain matin. Heureusement, j'ai réussi à obtenir l'une des dernières places disponibles sur le vol suivant. Malgré le fait de manquer le début de la conférence, j'étais déterminé à y assister. Alors que je m'asseyais, une lueur d'espoir est apparue. Mais je ne pouvais pas me rendre immédiatement à la conférence. J'ai appelé mon contact à Minneapolis pour l'informer du retard et j'ai laissé un message détaillé sur la messagerie vocale de mon patron. Anxieusement, j'ai appelé à la maison, espérant entendre la voix réconfortante de Martha. À ma grande surprise, elle n'a pas répondu, et la maison était sombre, sa voiture ayant disparu de l'allée. J'ai laissé mes bagages dans la voiture et je suis entré prudemment dans la maison. J'ai entendu des voix venant du salon, ce qui m'a surpris. Il s'est avéré que la télévision était restée allumée, ce qui m'a conduit à une conclusion troublante. Martha était apparemment rentrée à la maison après le travail, et je me souvenais clairement avoir éteint la télévision avant de partir. J'ai éteint la télévision et j'ai cherché le moindre signe d'elle, mais je n'en ai trouvé aucun. Anxieusement, j'ai appelé son téléphone portable. Finalement, elle m'a demandé chaleureusement où je me trouvais, une question qui était devenue une partie familière de notre mariage, maintenant teintée d'une préoccupation et d'un intérêt sincère. En réponse, elle a mentionné qu'elle était à la maison en train de regarder des séries télévisées. Alors qu'elle parlait, la fatigue de mon long voyage a commencé à s'estomper. À ce moment-là, mon seul désir était d'être avec ma femme, de chercher du réconfort en sa présence et de partager des moments d'intimité, même si ce n'était que pour quelques précieuses heures. Malgré le retard du vol, je m'accrochais à l'espoir d'heures joyeuses inattendues dans le confort de notre propre lit. Cependant, en à peine 30 secondes, la satisfaction de rentrer à la maison a été remplacée par un profond sentiment d'incertitude. Au lieu d'anticiper l'étreinte chaleureuse de ma femme dévouée, avec qui j'avais partagé 24 ans d'amour et de confiance, j'ai été confronté à la révélation choquante de mensonges et de tromperies. C'était un coup inattendu qui m'a laissé sans voix et incertain. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle m'avait vraiment trompé et pourquoi elle ferait une telle chose. Il ne semblait y avoir aucune explication logique à sa tromperie, que ce soit au travail, avec des amis ou au restaurant. J'ai dû rester silencieux un moment, car la voix inquiète de Martha a fini par percer, me demandant si j'étais toujours là. Je suis revenu à la réalité et j'ai marmonné en réponse, ouais, désolé. Nous avons atterri à OR et je dois y aller. Le cœur lourd, j'ai brusquement mis fin à l'appel. Le téléphone a de nouveau sonné, mais cette fois je l'ai éteint, ayant besoin d'un peu de solitude pour mettre de l'ordre dans mes pensées confuses. Assis sur le canapé, entouré de silence et de vide, j'ai senti un engourdissement m'envahir. La question me hantait, pourquoi Martha m'avait-elle trompé ? Peut-être y avait-il une explication raisonnable à ce mensonge. Peut-être qu'elle préparait une surprise.
En y repensant, je me suis souvenu comment j'avais organisé une série de tromperies il y a 4 ans pour notre 20e anniversaire de mariage. J'avais secrètement organisé une croisière de 2 semaines et impliqué son patron et ses parents dans le plan, créant une toile de déception. Les souvenirs de ce mensonge me sont revenus en mémoire. Au milieu de ma confusion, une pensée persistante s'est insinuée, que j'ai rejetée avec véhémence. C'était une pensée que je refusais d'accepter. Pas nous. Nous ne serions pas dans cette situation. C'était tout simplement inconcevable. Et si, me suis-je dit? Réalisant que ma fille Amélia pourrait être au courant de toutes les surprises et de tous les plans de Martha, j'ai rapidement composé son numéro de mémoire. La voix de ma fille bien-aimée m'a salué au téléphone et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai demandé avec une curiosité sincère comment elle allait, et elle a répondu qu'elle venait de finir ses devoirs et qu'elle regardait la télévision. Sentant l'importance de la situation, je lui ai demandé prudemment si elle avait parlé à sa mère récemment et si Martha lui avait mentionné quelque chose. Amélia a dit qu'elles avaient eu le rappel hebdomadaire habituel le dimanche, ce qui m'a donné une lueur d'espoir. Je lui ai alors demandé si elle savait quelque chose à propos d'une surprise que Martha préparait. J'ai précisé que je ne voulais pas connaître la nature de la surprise, seulement si Martha préparait quelque chose. Ma voix était pleine d'anticipation alors que j'attendais sa réponse. La réponse d'Amélia a brisé mes espoirs. Elle a mentionné qu'elle ne savait rien et a demandé ce qui se passait, ignorant mon inquiétude. Trouvant une explication faible, je lui ai dit que Martha avait agi un peu étrangement ces derniers temps et que je me demandais si elle ne cachait pas une belle surprise, peut-être pour mon 50e anniversaire. Amélia a rapidement écarté l'idée, me rappelant que nous avions célébré mon anniversaire le mois dernier. N'ayant obtenu aucune information, j'ai accepté la vérité et j'ai souhaité une bonne nuit à ma fille. Elle a répondu d'un ton abattu. J'ai réalisé que la surprise que j'espérais n'allait pas avoir lieu. La question restait, pourquoi Martha me tromperait-elle? Des explications possibles ont commencé à se former dans mon esprit. Peut-être que c'est lié à une promotion à venir. C'est probablement le cas, ai-je conclu. Même si je ne comprenais pas pourquoi elle mentirait. J'ai envisagé la possibilité qu'elle travaillait encore dur pour obtenir cette promotion insaisissable. Dernièrement, elle avait dû rester tard au travail plusieurs fois en raison de son dévouement sans faille. Cependant, au fond d'elle, Martha savait qu'aucune promotion ne pouvait l'emporter sur la valeur du temps que nous perdions ensemble. Elle comprenait que je voulais qu'elle réduise ses heures de travail pour que nous puissions passer plus de temps ensemble, une demande raisonnable qu'elle comprenait. Ironiquement, je me suis souvenu d'une décision importante que j'avais prise quelques mois avant notre 20e anniversaire, refuser une promotion. Cela faisait près de 5 ans que j'avais accepté avec enthousiasme une offre d'emploi pour devenir le vice-président des finances de mon entreprise. Mais ce poste exigeait des déplacements fréquents au siège de l'entreprise à Chicago pour les réunions du conseil d'administration et les visites de diverses usines à travers le pays. Au début, j'étais enthousiasmé par l'offre d'emploi, mais Martha a rapidement émis des doutes, me faisant reconsidérer ma décision. L'histoire édifiante d'un collègue qui avait divorcé seulement 2 ans après avoir accepté un poste similaire ne pouvait être ignorée. Si le succès financier était une récompense pour lui, il s'est fait au prix de la solitude et de la souffrance. Compte tenu des circonstances et du fait que nos enfants avaient encore besoin d'être guidés et soutenus pendant leurs dernières années d'école, Martha, de manière compréhensible, ne voulait pas assumer seule cette responsabilité. Tout au long de la semaine, nous avons eu des discussions approfondies sur les conséquences potentielles de l'acceptation de la promotion. Peu à peu, il est devenu clair que j'étais sur le point de perdre de vue ce qui comptait vraiment dans ma vie, ma femme et mes enfants. Retrouvant ma lucidité, j'ai pris la décision sincère de refuser la promotion, reconnaissant que mon engagement envers ma famille primait sur le succès matériel. Les derniers mois avaient été difficiles alors que Martha se battait pour sa promotion. Cela a ravivé les doutes que j'avais sur ma propre croissance professionnelle. Comme nos enfants étaient maintenant à l'université, notre famille ne se composait plus que de nous deux. Alors que Martha pensait que sa promotion était réalisable avec un impact minimal sur nos vies, comme plus de voyages d'affaires, je m'inquiétais des nombreuses heures supplémentaires que je devrais faire. Ne voir ma femme qu'1 heure ou 2 par jour pendant la semaine me laissait insatisfait. Les brefs moments passés ensemble n'apportaient pas de contentement, et le manque de temps de qualité ensemble pesait sur mon cœur. Le déclin de notre vie intime ne pouvait passer inaperçu. Martha devenait de plus en plus absorbée par son travail, passant les samedis et même les dimanches au bureau. Quand elle rentrait à la maison, la fatigue la consumait,
ne lui laissant aucune énergie pour autre chose. Cela faisait un moment, voire il était impossible de se souvenir de la dernière fois où nous avions eu des relations intimes. Il y a 3 semaines? Le mois dernier? Les détails spécifiques se fondaient dans un brouillard déprimant. Reconnaissant que l'âge contribuait à notre connexion physique diminuée, il était difficile d'ignorer le triste manque de vie de couple que nous partagions autrefois. Il est possible que sa tromperie lors de notre appel téléphonique ait été une tentative d'éviter de discuter de mes préoccupations et de se cacher derrière ses engagements professionnels. Cependant, il est juste d'admettre que moi aussi, j'étais en voyage d'affaires et que je devais parfois faire des heures supplémentaires. En même temps, il y avait un moyen simple de découvrir la vérité. J'ai décidé d'appeler la ligne directe de Martha à l'agence de publicité T-Bold pour vérifier les choses. À ma grande surprise, son collègue, Jake Turnbull, a répondu au téléphone. Alarmé, je me suis rapidement ressaisi, m'attendant à entendre la voix de Martha. Je l'ai salué en utilisant mon surnom et sa réponse m'a pris au dépourvu, car il a mentionné que je devrais être en train de profiter de vacances avec Martha. J'ai été choqué et confus par son commentaire, et il était clair que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, je me suis retrouvé dans un tissu de surprise et j'ai posé des questions sur les prétendues vacances. Ensuite, j'ai rapidement retrouvé mon sang-froid, je me suis excusé auprès de Jake pour l'interruption et j'ai inventé une excuse, prétendant que j'avais composé son numéro par erreur. Il m'a rassuré sans aucune inquiétude, mentionnant que Martha lui devait un déjeuner pour avoir couvert son service et les heures de travail tardives. Il a exprimé sa frustration en disant qu'il était 21h et qu'il était toujours au travail. Sur ce, il a conclu la conversation et a raccroché. Peu à peu, la vérité est devenue claire pour moi. Martha ne travaillait pas et était en fait absente de son lieu de travail. Selon Jake, elle avait pris des vacances jusqu'à la fin de la semaine. La panique s'est lentement insinuée dans mon esprit, resserrant son emprise alors que la peur prenait le dessus. Où était Martha? Que pouvait-elle bien faire? Une pensée importune mais silencieuse a envahi mon esprit. Non, ça ne pouvait pas être vrai. J'ai toujours cherché à voir le meilleur chez les gens, en maintenant une perspective positive et en valorisant la bonté inhérente à chacun. Mais maintenant, contre ma volonté, je commençais à envisager le pire des scénarios. Est-ce que cela pouvait vraiment arriver? Martha pouvait-elle me trahir de la sorte? L'idée qu'elle puisse être avec sa sœur Victoria m'a traversé l'esprit involontairement. Au fil du temps, nous nous étions éloignés de Victoria et de son ex-mari, Mike. Autrefois, nous étions incroyablement proches, liés par de fortes amitiés qui semblaient incassables. Nos vies s'entremêlaient dans une belle tapisserie d'expériences partagées. Nous passions des soirées ensemble, nous nous soutenions mutuellement, nous nous occupions de nos enfants, organisions de nombreuses réunions de famille et partions même en vacances ensemble. Mais tout a changé un jour fatidique où je suis rentré à la maison avec un mal de tête lancinant. En quête de soulagement, j'ai pris quelques comprimés de Tylenol et je me suis allongé sur le canapé. Une demi-heure plus tard, Martha et Victoria sont revenues d'une virée shopping, bavardant avec animation. Sans qu'elle ne me remarque, je suis resté sur le canapé. Soudain, Victoria a commencé à parler, demandant si Martha avait remarqué le nouveau chef de produit à l'épicerie. Mon cœur s'est emballé alors que j'attendais avec anxiété la réponse de Martha. Elle a répondu calmement qu'elle le trouvait mignon, admettant qu'il lui avait souri. Puis, avec un certain malaise, elle a ajouté qu'il vaudrait mieux qu'il sourie après la rencontre de la veille sur la banquette arrière de sa voiture, a déclaré Victoria avec défi. À ma grande surprise, ma femme a répondu avec désapprobation, avertissant Victoria qu'elle pourrait se faire prendre, risquant de perdre un bon mari et plus encore. Imperturbable, Victoria a répondu avec confiance, assurant à Martha qu'elle était toujours prudente. Avec ces mots, elles sont parties brusquement, me laissant dans un état d'incertitude. En tant que personne qui valorise l'honnêteté et l'intégrité, j'ai eu du mal à supporter le poids de cette révélation. Incertain de la bonne marche à suivre, je me suis retrouvé à la croisée des chemins. Une chose était claire, Mike méritait de savoir la vérité. Apprendre l'infidélité de Victoria le dévasterait sans aucun doute, et cette pensée pesait lourdement sur mon cœur. Je savais que Mike, en apprenant sa trahison, n'hésiterait pas à mettre Victoria à la porte de leur maison. Je portais le fardeau de potentiellement causer l'effondrement de leur mariage. Voulais-je vraiment être la raison d'un changement aussi profond? Avant que je puisse prendre une décision finale, ma femme est rentrée à la maison avec nos enfants. Réconfortée par le fait qu'elle désapprouvait l'action de sa sœur,
j'ai décidé de reporter ma décision jusqu'à ce que nous puissions en discuter davantage. Ce soir-là, alors que nous nous préparions à nous coucher, j'ai abordé le sujet, cherchant ses conseils. J'ai commencé prudemment, expliquant la situation et partageant la nouvelle de la découverte d'une infidélité dans notre entourage. Son expression a d'abord révélé de l'incertitude alors que je demandais avec le plus grand sérieux ce que je devais faire et si confronter le tricheur avec colère était une réponse appropriée. Martha a pris un moment, considérant attentivement les circonstances entourant la situation. Elle a commencé lentement, suggérant que cela pourrait dépendre de la situation spécifique et qu'il y avait divers facteurs à prendre en compte. Cherchant plus de clarté, j'ai présenté des scénarios hypothétiques pour discussion, me renseignant sur notre ami Mike et si nous devions fermer les yeux s'il avait déjà trompé et ramassé une femme dans un bar. Je voulais connaître son point de vue. Le poids de la situation flottait dans l'air alors que je contemplais les actions potentielles. Soudain, Martha s'est assise dans le lit, serrant fermement le téléphone et exprimant sa colère. Il était clair qu'elle se sentait obligée d'agir immédiatement et d'informer Victoria de la trahison. Instinctivement, j'ai doucement pris son téléphone et j'ai dit à Martha que je m'occuperais de la situation car c'était ma responsabilité. Martha avait des doutes sur la justesse de notre décision et a demandé ce qui se passait. J'ai répondu avec confiance, l'assurant que j'étais sûr et que j'espérais que Victoria mettrait le tricheur à la porte de la maison. Martha m'a regardé avec détermination dans les yeux, affirmant que nous ne le laisserions pas rester avec nous. Elle a déclaré fermement qu'il pouvait trouver son propre logement et qu'elle n'hébergerait pas un tricheur dans notre maison. Heureusement, les choses ont joué en ma faveur et Mike a répondu au téléphone. J'ai commencé avec un lourd soupir, m'adressant à lui comme son gendre préféré. Mike a répondu avec une touche d'humour, reconnaissant que j'étais son seul gendre, ce qui faisait de moi automatiquement son préféré. Il a demandé ce qui était si important pour que j'appelle si tard. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai continué avec prudence, l'avertissant que j'avais surpris une conversation et que j'avais des nouvelles dévastatrices à partager. Je lui ai dit que sa conjointe n'avait pas été fidèle et l'avait trompé la veille. Il y a eu une longue pause au téléphone alors que Mike absorbait cette révélation choquante. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine audible, remplie d'incrédulité. Il a exprimé son doute, demandant si j'étais absolument certain que c'était à propos de sa Victoria. J'ai confirmé que je l'avais entendu directement de sa propre bouche, le décrivant plus comme une vantardise sans le moindre remords. Exprimant mes condoléances, j'ai offert mon soutien et lui ai dit que nous étions là pour lui et les enfants. Mike m'a rassuré et a raccroché le téléphone. Martha m'a regardé avec de la tristesse dans les yeux, les larmes montant. Elle a chuchoté qu'elle était fière de moi et m'a demandé un câlin. Me sentant perdue et effrayée, je l'ai étreinte, lui offrant du réconfort face à l'incertitude. Après un moment pour se calmer, je lui ai demandé s'il devrait envisager de voir un thérapeute, curieux de connaître leurs prochaines étapes potentielles. Martha, se sentant lasse, a marmonné d'une voix endormie, exprimant des doutes sur le fait que la thérapie changerait quoi que ce soit et mentionnant qu'une fois que quelqu'un s'est égaré, il a tendance à recommencer. J'ai acquiescé silencieusement à son évaluation. La sonnerie du téléphone m'a tiré de mon sommeil, et j'ai répondu, groggy, essayant de ne pas déranger Martha. La voix furieuse de Victoria m'a agressé, exigeant des réponses sur ce que j'avais dit à Mike. J'ai répondu calmement à Victoria, déclarant que j'avais dit la vérité à Mike et soulignant l'importance de l'honnêteté. Alors que Martha regardait avec inquiétude et résolution, la voix de Victoria était remplie de colère alors qu'elle exprimait son incrédulité que sa propre sœur la trahisse. J'ai répondu fermement que parfois la vérité éclate de manière inattendue et que nous étions tous les deux d'accord que les tricheurs devaient faire face aux conséquences. Les larmes de Victoria ont commencé à couler de manière incontrôlable, et elle a avoué que Mike l'avait mise à la porte. J'ai réitéré que c'était une conséquence méritée. Victoria a plaidé désespérément, demandant ce qu'elle devait faire et si elle pouvait venir chez nous. À regret, j'ai répondu que nous ne pouvions pas offrir refuge à une tricheuse et qu'elle devrait se débrouiller seule. Victoria a semblé choquée par ma réponse, et je me suis tourné vers Martha pour obtenir des conseils, lui demandant quoi dire à une tricheuse qui voulait venir chez nous. Martha s'est penchée vers le téléphone et a déclaré fermement qu'elle ne voulait pas de tricheuse dans sa maison et lui a dit de fiche le camp. J'ai ensuite transmis un message au nom de nous deux, déclarant que Victoria ne faisait plus partie de nos vies et qu'elle devait rester loin de nous. Nous ne voulions pas qu'elle vienne ou qu'elle appelle. Martha s'est blottie plus près de moi, et nous avons cherché du réconfort dans les bras l'un de l'autre.
Elle a chuchoté qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré la situation, et nous nous sommes endormis paisiblement. Cependant, le matin a apporté une tempête inattendue lorsque le père de Martha a appelé et a crié sur sa fille. Martha était anxieuse et en larmes après l'appel téléphonique. J'ai expliqué à Martha que c'était notre décision mutuelle et que nous avions discuté de la possibilité de chercher conseil et de mettre fin à notre lien avec le trompeur. J'ai précisé que j'avais seulement mentionné un scénario hypothétique sur Mike et que je n'avais pas affirmé qu'il avait réellement trompé Victoria. J'ai posé une question qui donne à réfléchir, demandant en quoi la trahison potentielle de Mike différait de l'infidélité de Victoria. Martha a défendu sa sœur, déclarant que Victoria était de la famille. J'ai exprimé ma déception et j'ai demandé s'il était acceptable de tromper quelqu'un parce qu'il faisait partie de la famille, laissant Martha momentanément sans voix. Il y a 3 ans, j'ai eu une conversation cruciale avec Martha, affirmant ma position sur sa sœur. J'ai clairement indiqué que je ne voulais pas de sa sœur près de nos enfants ou dans notre maison. Bien que Martha rencontrait occasionnellement sa sœur en secret, cela restait un tabou tacite dans notre foyer, et elle rendait visite à Victoria clandestinement pendant mon absence. Avec le temps, Mike a réussi à surmonter la situation et à se préparer à se remarier, et mon ressentiment envers Victoria s'est estompé. J'avais cessé de me soucier de sa présence et je trouvais de la joie dans son absence. Reportant mon attention sur Martha, j'ai abordé doucement le sujet, sentant le besoin de résoudre le problème. Je soupçonnais que Martha pourrait porter la culpabilité de m'avoir trompé, bien que j'ai atteint un point où je ne m'en souciais plus. Un tournant surprenant s'est produit alors que je me retrouvais sur une scène devant un vaste public au Congrès. J'ai commencé mon discours, m'adressant à la foule et discutant de 2 types d'individus distincts dans le domaine de l'utilisation des tissus, les négationnistes et ceux qui affrontent la réalité. Pendant l'exposé, Dave Millan, le patron de Martha, a agité la main sauvagement et a avoué avoir évité ma femme. Jake Turnbull, assis derrière Dave, a également admis avoir évité ma femme. Un autre homme s'est joint à la conversation avec un commentaire effronté, créant un moment d'amusement partagé et de rire léger parmi le public. Soudain, je me suis redressé sur le canapé, essuyant la bave de mon visage, et j'ai réalisé qu'il était déjà minuit. J'avais dû dormir pendant plus d'1 heure, et je me demandais si Martha était rentrée à la maison pendant ma sieste, peut-être inconsciente de ma présence en tant qu'invitée inattendue. Me hâtant vers la chambre, j'y suis entré mais n'ai trouvé aucun signe d'elle. C'est alors que j'ai compris qu'elle était probablement avec sa sœur, Victoria. Envisageant de contacter Victoria pour lui demander où se trouvait Martha, j'ai hésité, réalisant que pour obtenir l'adresse de Victoria, je devrais agir dans le dos de Martha. Me rappelant que je devais aller chercher les enfants de Victoria à un endroit précis, je me suis demandé si j'avais toujours le numéro de téléphone de Victoria. Alors que je me préparais à chercher dans ma liste de contacts, j'ai remarqué l'icône de l'application localiser mon téléphone sur mon smartphone. Il y a 1 an, je l'avais installé sur nos 2 téléphones après avoir perdu le mien lors d'un voyage de New York à Cincinnati. Reconnaissant ses capacités, j'ai rapidement ouvert l'application. En quelques secondes, j'ai reçu des informations sur l'emplacement du téléphone de Martha. Il indiquait Mills Lake. J'étais perplexe, me demandant pourquoi elle serait là. Au contraire, Victoria faisait face à des difficultés financières, ce qui rendait peu probable qu'elle puisse se permettre un chalet sur Mills Lake. La situation devenait de plus en plus mystérieuse. Mills Lake était réputé comme un quartier résidentiel huppé, avec des coûts de chalet bien supérieurs à ceux de notre modeste maison. En utilisant Google Earth, j'ai soigneusement localisé l'emplacement précis de Martha. À ma grande surprise, elle se trouvait à l'intérieur d'un domaine exclusif, entouré d'un imposant mur de pierre. Cette révélation m'a laissé perplexe. Que pouvait bien faire Martha dans un domaine de millionnaire aussi luxueux? La distance entre Mills Lake et notre ville était d'1 heure de route, mais ma détermination à découvrir la vérité m'a poussé à y aller. En même temps, j'ai réalisé qu'une conversation directe avec elle aboutirait probablement à de la malhonnêteté ou à des dérobades. Il était essentiel de rassembler des preuves irréfutables avant d'engager la conversation. Malgré mes hésitations, inondé d'émotions intenses, je me suis rapidement dirigé vers Mills Lake, me reprochant d'avoir refusé d'envisager la possibilité d'une faute de Martha. Le regret me rongeait alors que je réalisais que j'aurais dû vérifier le localisateur GPS de son téléphone dès le début au lieu de chercher des excuses à ses actions. L'incertitude a obscurci mes pensées alors que j'arrivais à Mills Lake, incertain de mes intentions et nourrissant un faible espoir d'une explication simple. Anxieux, je me suis dirigé vers le domaine où se trouvait Martha,
accablé par l'anticipation de ce qui m'attendait. Devant moi se dressait un immense portail, barrant l'accès direct au domaine. Je n'avais pas l'intention de conduire jusqu'à la maison et d'annoncer ma présence à la recherche de ma femme. Après avoir évalué la situation, j'ai compris que me garer au bord de la route pourrait attirer une attention indésirable, conduisant peut-être à l'arrivée de gardes de sécurité ou des forces de l'ordre dans cette communauté exclusive. En conduisant un peu plus loin, je suis tombé sur un modeste chemin et j'ai décidé d'y garer la voiture. En sortant, j'étais aux prises avec l'incertitude. Comment allais-je contourner le mur imposant qui me séparait de la vérité? C'est alors que j'ai réalisé que le domaine bordait le lac, ce qui signifiait qu'une approche de ce côté était possible. Avec une détermination renouvelée, je me suis dirigé vers la rive du lac, mon cœur battant à la perspective de trouver un point d'entrée dans le domaine depuis cette direction. Découvrant un sentier menant au lac, je me suis déplacé prudemment vers le rivage. Ne sachant pas dans quel grand chalet se trouvait Martha, je comptais sur une autre vérification du localisateur GPS. Finalement, j'ai atteint une luxueuse demeure où plusieurs fenêtres du deuxième étage avaient encore des lumières allumées. Cependant, le rez-de-chaussée était faiblement éclairé, seul un rideau restait entrouvert, projetant une lumière chaude à l'extérieur. Cherchant un point de vue surélevé, j'ai trouvé un arbre robuste et j'ai grimpé assez haut pour regarder à l'intérieur. Mon regard s'est posé sur un homme portant un peignoir en éponge blanc, bien qu'il me soit à peine reconnaissable. L'homme, semblant plus âgé que moi, a rapidement disparu de ma vue. Un instant plus tard, une femme est apparue, confirmant mes soupçons, c'était Victoria. Alors qu'elle se tenait dans un peignoir ouvert, sirotant du champagne dans une coupe, je ne pouvais nier qu'elle restait séduisante à son âge. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, et j'ai réalisé que Martha était bien avec sa sœur. Cette révélation ne m'a pas surpris, compte tenu des implications financières d'un divorce. Il semblait probable que Victoria cherchait un partenaire riche. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser que Martha avait été entraînée dans un style de vie que je désapprouvais et que je ne voulais pas pour elle. Alors que les événements se déroulaient sous mes yeux, j'ai été témoin d'une scène qui m'a laissé découragé. L'homme que j'avais repéré initialement s'est approché de Victoria et ses mains ont exploré audacieusement son corps. Il a pris sa coupe de champagne, la posant discrètement de côté. J'ai dû descendre de l'arbre et détourner les yeux de cette démonstration d'intimité et de l'attrait de ma belle-sœur. Mes sensibilités étaient ancrées dans des notions traditionnelles où l'amour et la vie intime formaient le cœur d'une relation authentique entre un homme et une femme. Ce que j'ai observé me semblait dépourvu d'amour, manquant de la connexion et de l'affection que je chérissais. Même si je n'estimais pas Victoria, je ne souhaiterais une existence aussi destructrice et vide à personne. Mal à l'aise avec la scène qui se déroulait devant moi, j'ai envisagé de descendre de l'arbre. Cependant, alors que le couple s'éloignait de la fenêtre, mon regard a croisé celui de Martha. Elle était assise sur un canapé éloigné, arborant un sourire stupide et ivre. Mon cœur s'est serré. Figé dans la stupéfaction, son peignoir était ouvert, révélant une vue qui scellait le destin de notre mariage. Submergé par le choc, j'ai fait un pas hésitant en arrière, mais j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé de l'arbre. Les branches ont amorti ma chute et j'ai eu la chance de m'en sortir avec des blessures mineures. Dans un état second, je me suis relevé, me sentant comme un vieil homme sous le poids de ce que j'avais vu. J'ai commencé à errer sans but, comme un zombie à la dérive dans un monde désolé. Les larmes ont rempli mes yeux alors que je boitais pour retourner à la voiture, reflétant la profonde douleur qui me consumait. Ce n'était pas la chute physique de l'arbre qui me faisait mal, mais la perte émotionnelle du bonheur et la séparation d'un être cher. Pendant ces minutes angoissantes, j'ai brièvement envisagé de pénétrer dans le chalet, de forcer mon entrée pour affronter la situation. Cependant, la dure réalité des conséquences des années potentielles de prison pour violation de propriété et agression a rapidement éteint ce désir. Seul avec mes pensées dans la nuit, une tempête d'émotions a fait rage en moi. Le déni ne pouvait plus me protéger de la dure vérité, et je luttais contre une profonde tristesse et une colère bouillonnante. Pourtant, je reconnaissais le danger de laisser cette colère me consumer, comprenant qu'elle ne ferait qu'endommager davantage ma propre vie. Au fond de moi, je savais que, quelle que soit ma colère, je n'aurais jamais recours à la violence physique contre Martha. Alors que les événements se déroulaient, j'ai envisagé diverses options. La plus simple serait de rentrer à la maison, de faire mes valises et de la quitter. Si nous vivions dans un état de divorce sans faute, avec des revenus séparés et sans enfants à charge, la procédure de divorce se déroulerait probablement sans heurts.
nous diviserions nos biens à parts égales et nous nous séparerions. Cependant, malgré cette voie simple, une partie de moi aspirait à la justice et au désir d'exercer une forme de vengeance. Une idée audacieuse s'est emparée de mes pensées, et sans hésitation, j'ai décidé de saisir le moment et de voir comment cela se passerait. Serrant fermement mon téléphone, j'ai composé le numéro de Martha, anticipant qu'elle pourrait ne pas répondre et que je serais dirigé vers sa messagerie vocale. J'espérais qu'elle vérifierait sa messagerie vocale tout de suite, au cas où. « Salut chérie », ai-je commencé, projetant ma voix sur l'enregistrement du répondeur. « Comme tu n'as pas décroché le téléphone de la maison, je t'appelle sur ton portable. Je voulais t'avertir de ne pas t'alarmer quand tu entendras mes clés dans la porte dans quelques minutes. » Au milieu du chaos d'un vol retardé par un blizzard et des heures d'arrivée incertaines, j'ai laissé un message à Martha. La soirée avait été chaotique, et j'ai décrit les défis auxquels nous étions confrontés. Notre vol avait été dérouté vers Chicago, mais nous étions finalement sur le chemin du retour. Il ne pouvait pas déterminer notre heure d'atterrissage exacte, mais j'ai estimé que je serais à la maison dans environ 30 minutes. Puis j'ai dit au revoir et j'ai raccroché, sachant que Martha recevrait une notification d'un nouveau message vocal. La curiosité et l'anxiété la rongeraient sans aucun doute jusque tard dans la nuit. Laisser un message à cette heure-là était inhabituel, ajoutant à l'intrigue. Je l'imaginais se précipiter vers le téléphone, vérifiant avec impatience sa messagerie vocale, espérant une clarté au milieu du chaos. J'ai prié en silence pour que Martha soit suffisamment ivre pour ne pas remarquer que je ne pouvais pas utiliser mon téléphone portable pendant le vol. La panique devait grandir en elle. Elle réalisait qu'elle pourrait être prise au piège dans sa propre toile de mensonges. Dans un accès de rage, elle était probablement en train de réfléchir à la manière de me devancer et de se précipiter à la maison, s'habillant à la hâte et répondant aux questions de sa sœur et de son amant. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées, et j'ai rapidement répondu, réalisant qu'elle essayait peut-être d'évaluer mon heure d'arrivée. J'ai commencé la conversation d'un ton las, m'excusant de l'avoir potentiellement réveillée. Elle a répondu en m'assurant que ce n'était pas grave et m'a informé qu'elle était en route pour la maison, prévoyant d'arriver dans environ 1 heure, à quelques minutes près. Martha a accusé réception de ma réponse par un simple « d'accord » et a mis fin à l'appel rapidement. J'ai bientôt vu sa voiture sortir des grilles du domaine et filer sur l'autoroute. Mon cœur a raté un battement en voyant sa conduite imprudente, manquant de peu de faire une embardée dans un fossé, et il est devenu évident qu'elle était beaucoup plus ivre que je ne le pensais initialement. Bien que je ressentais de la colère et de la frustration, j'ai réalisé que ces actions constituaient une menace non seulement pour elle-même, mais aussi pour des innocents sur la route. Malgré mon ressentiment persistant, je ne pouvais supporter l'idée que sa vie soit en danger, en tant que mère de mes enfants. Déterminé à assurer sa sécurité, j'ai décidé de la suivre, prêt à intervenir si nécessaire. Réfléchissant rapidement, j'ai composé le numéro des services d'urgence et j'ai informé l'opérateur que je voulais signaler un conducteur en état d'ivresse. J'ai décrit le comportement erratique de la voiture, comment elle avait failli entrer en collision avec la mienne et ses embardées imprudentes. J'ai également fourni des détails sur la voiture, mentionnant qu'elle s'était engagée sur le côté sud de l'autoroute à Mills Lake et qu'il s'agissait d'une Ford Taurus bleu foncé. J'avais mémorisé les 4 derniers chiffres de la plaque d'immatriculation et j'ai souligné l'urgence d'arrêter la voiture avant que son conducteur ne cause des dommages. L'opérateur m'a remercié pour mon signalement et m'a assuré qu'une voiture de patrouille était en route pour appréhender le conducteur ivre. En gardant une distance de sécurité, j'ai continué à suivre Martha, naviguant prudemment dans la circulation. 2 sorties plus tard, j'ai remarqué une voiture de patrouille s'approchant de sa position. De loin, je pouvais voir une voiture de patrouille garée sur le pont, faisant face à l'autoroute. Lorsque la voiture de Martha est apparue, la voiture de patrouille a rapidement accéléré, faisant clignoter ses gyrophares pour lui signaler de s'arrêter. Je suis passé à côté d'eux, ressentant un mélange de soulagement et de profonde tristesse. 45 minutes plus tard, je suis rentré à la maison, le poids des événements de la soirée pesant lourdement sur mes épaules. Cela semblait presque ironique, mais indéniablement tragique. En une seule nuit, la vie de quelqu'un que j'aimais profondément aurait pu être réduite à une série de conséquences malheureuses. Une sombre prise de conscience s'est installée en moi, me faisant considérer que les actions de Martha auraient pu entraîner un accident de voiture mortel et le deuil et la souffrance qui s'ensuivent pour mes enfants. J'ai fait une pause pour réfléchir, laissant mes peurs faire surface, reconnaissant la fragilité et la préciosité de la vie. Mon amour pour Martha n'était plus un facteur central dans la décision que j'avais prise. Ce n'est pas que j'avais cessé de l'aimer,
mais je ne pouvais plus envisager un avenir commun. J'ai pris des mesures drastiques en éteignant le téléphone de la maison et en mettant mon téléphone portable en silencieux. J'avais besoin d'un peu d'intimité pour rassembler mes pensées. En repensant aux heures passées à chercher une explication à la tromperie de Martha, j'ai réalisé que l'explication la plus simple avait été sous mes yeux depuis le début. Déçu de moi-même, j'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai contemplé la voie à suivre. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que mon amour pour Martha mûrirait comme un bon vin et atteindrait finalement son zénith. Maintenant, confronté à la réalité de notre relation tendue, je faisais face à la question difficile de savoir quoi faire ensuite. Alors que je continuais à siroter du vin et que la nuit se déroulait, je cherchais clarté et direction au milieu du tourbillon d'émotions qui m'engloutissait. L'amour qui nous avait autrefois liés semblait maintenant s'être transformé en vinaigre amer, me laissant dans une douleur atroce. La profondeur de sa trahison m'a frappé au plus profond de mon être, mais la douleur ne venait pas seulement de la trahison elle-même. C'était la prise de conscience que notre amour s'était flétri. Cet amour m'avait défini pendant les 26 dernières années, dont 24 passées en tant que mari et femme. Sans elle, je me sentais perdu, comme une âme à la dérive, dépourvue de but et d'identité propre. Pourrais-je continuer sans cet amour? La douleur s'est intensifiée, me faisant envisager de mettre fin à la souffrance, peut-être en trouvant du réconfort dans les profondeurs sous un pont. Je n'avais jamais imaginé vivre sans Martha. Recommencer une nouvelle vie me semblait un défi insurmontable, rempli d'incertitudes. Comment planifier sa vie quand la personne qui a été votre tout a soudainement disparu? J'étais perdu, ne sachant pas par où commencer. Prendre des décisions sans consulter Martha semblait inconcevable. La famille avait toujours été le point central de ma vie. Je pesais soigneusement chaque choix, considérant le bien-être et le bonheur de ma femme et de mes enfants. Même notre vie sociale tournait autour des besoins de notre famille, et je m'engageais rarement avec des collègues et d'autres personnes. Bien que j'assistais à des événements professionnels obligatoires comme la fête de Noël annuelle, ma priorité avait toujours été de rentrer rapidement à la maison. Les fois où je me suis aventuré au-delà de ces obligations étaient rares au cours de la dernière décennie. Je me remémorais parfois les moments où nous socialisions avec des collègues, mais maintenant, avec les enfants partis, il n'y avait que Martha et moi. Et maintenant, je me retrouvais seul, englouti par ma tristesse. Je n'avais personne à aimer, personne sur qui m'appuyer. Pour la première fois de ma vie, la solitude est devenue ma compagne indésirable. Pourquoi a-t-elle choisi cette voie? Pourquoi recourir à la tromperie alors qu'un divorce simple aurait été plus douloureux, mais peut-être plus respectueux des années et des moments joyeux que nous avions partagés? Quand a-t-elle cessé de m'aimer? A-t-elle simplement enduré notre relation jusqu'à ce que nos enfants grandissent et partent? Quand ses soins et son attention ont-ils diminué? Alors que nos enfants se lançaient dans leur propre voyage, je voyais cela comme une opportunité d'investir davantage en Martha et dans notre relation. Je n'avais pas réalisé qu'elle voyait cela comme la fin de notre chemin commun. J'ai vu un étranger devenir une présence constante, suggérant qu'ils étaient à l'aise l'un avec l'autre, ou peut-être à quel point la tromperie s'était facilement infiltrée dans nos vies. Martha et son amant, me laissant isolé et mal aimé, ont rendu évident que nous n'étions plus un couple. Au milieu du désespoir, ma douleur est devenue un lien avec la vie. Elle servait de rappel douloureux de ce que j'avais perdu, des meilleurs moments que nous avions partagés, et surtout, de la présence de nos enfants. Dans ce moment sombre, mes enfants sont devenus mes sauveurs, jetant une lueur d'espoir sur moi. Mon estime de soi avait chuté au point où je n'avais plus la force de me sortir de l'abîme du désespoir. Mes enfants sont venus à ma rescousse. Le simple fait de penser à eux a fourni une faible étincelle d'auto-préservation. Bientôt, Ross et Amelia suivraient leurs chemins indépendants et fonderaient leur propre famille. Pour me protéger de la vague de chagrin imminente, j'ai réalisé que je devais prendre de la distance avec tout cela. Ce n'était pas une tâche facile, mais elle était remplie de douleur. Je comprenais que je porterais toujours le souvenir de Martha, de la façon dont je l'aimais, mais je me souviendrais aussi d'elle avec un autre homme. Je devais m'extirper de cette situation. Tout au long de ma vie, j'avais toujours été content de simples attentes. Même si mes parents n'étaient pas riches, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où une profonde affection prévalait. Les biens matériels qui m'entouraient maintenant semblaient insignifiants en comparaison. En contemplant tout ce que je possédais, j'ai réalisé que des vêtements, une voiture et un ordinateur portable étaient les seuls objets qui valaient la peine d'être emportés. Plus j'y pensais, plus mon chemin pour sortir de cette situation difficile devenait clair.
J'ai pris la décision de faire mes valises et de disparaître sans laisser de traces. Je ne souhaitais plus poser les yeux sur la femme qui avait été autrefois le centre de mon univers. Le simple fait de la voir servirait de rappel douloureux de ma perte et de la douleur constante en moi. Avec une détermination renouvelée, je me suis levé de mon siège, prêt à agir de manière décisive. J'ai rapidement fait plusieurs sacs, et cela ne m'a pris que 30 minutes. Bientôt, je chargeais mes affaires dans la voiture. Il était un peu moins de 6 heures du matin quand j'ai terminé de faire mes bagages. Épuisé mais résolu, j'ai décidé de faire une courte sieste, confiant que Martha serait encore en dégrisement jusqu'à tard dans la matinée. Quand j'ai fermé les yeux, des pensées de recommencement ont rempli mon esprit. L'alarme de mon téléphone m'a réveillé à 9 heures. Sans tarder, j'ai pris un rendez-vous urgent avec un avocat. Ensuite, je me suis dirigé vers la douche pour laver symboliquement les restes du passé. Le cœur lourd, j'ai retiré mon alliance et l'ai placée solennellement sur la table à côté du téléphone. Cet acte final marquait le début de mon voyage vers un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où je cherchais la libération personnelle et le bonheur. J'avais pris la décision douloureuse d'exprimer ma déception dans une lettre adressée à Martha. Bien que notre conversation ait atteint un point où elle semblait futile, je ressentais le besoin d'exprimer mes émotions. Martha, cela m'attriste de reconnaître que je te vois maintenant suivre le chemin de la promiscuité imprudente et de la solitude qui accompagne souvent ta sœur. C'est peut-être un trait héréditaire, un triste héritage. Au moment où tu liras ceci, je me serai complètement retiré de ta vie, m'assurant que nos chemins ne se croisent plus jamais. L'étendue de ta trahison m'a laissé sous le choc, dans une douleur que je ne pouvais même pas imaginer. L'intensité de ma douleur est sans mesure. Néanmoins, je suis reconnaissant pour les 24 années de bonheur que nous avons partagées et pour les 2 merveilleux enfants que tu m'as donnés. Essayant d'être juste et honnête, je serai bref dans cet adieu. Puisses-tu retourner rapidement dans les bras de ton bien-aimé, laissant derrière nous notre famille brisée. J'ai soif d'une justice que tu n'as pas pu fournir. Tes escapades dissolues t'ont-elles apporté une satisfaction ou une vengeance pour tes actions? L'homme avec qui tu étais, à en juger par la grandeur de la demeure, était assez riche. Je n'ai plus le désir de te voir ou de te parler. Nous n'avons plus rien à nous dire. Nos avocats s'occuperont de toutes les procédures nécessaires, et je te demande de signer rapidement les papiers du divorce. La raison de notre séparation n'a aucune importance. À 10 heures du matin, j'étais à la banque. J'ai traité de manière responsable notre dette de carte de crédit commune et j'ai rapidement fermé les comptes. Agissant immédiatement, j'ai visité la banque pour obtenir un reçu en espèces pour la totalité de nos économies et de nos titres. De plus, je me suis assuré qu'il y avait suffisamment de fonds sur le compte courant pour couvrir l'hypothèque et les factures de services publics pour les 2 prochains mois. Faisant un pas de plus vers l'indépendance, j'ai retiré mon nom du compte joint. En quittant la banque, je tenais un chèque substantiel s'élevant à environ 250 000 euros. Avant midi, je suis arrivé au travail, surprenant mon patron qui s'attendait à ce que je sois au Minnesota. Quand j'ai partagé la nouvelle de ma démission immédiate et de mon déménagement, sa surprise a grandi. Notre relation avait une signification unique qui transcendait la dynamique typique employeur-employé. Mon patron avait conservé son poste actuel parce que j'avais refusé une promotion, et initialement, il n'était pas content et se sentait redevable envers moi. Mais il y a 2 ans, lors de son divorce, j'ai expliqué que ma décision de refuser la promotion était due à sa situation. Depuis lors, notre relation avait évolué d'un arrangement traditionnel patron-employé à un partenariat d'égal à égal. Il a commencé par déclarer qu'il comprenait mon désir de démissionner et qu'il était prêt à l'accepter. Au lieu de passer par le service des ressources humaines et de rédiger un chèque pour mon plan d'épargne retraite, 401K, il avait une proposition alternative. Il m'a offert une opportunité dans leur nouvelle division optique à Tucson. Bien que le salaire soit inférieur à mon poste actuel, il y avait apparemment des options de logement abordables là-bas qui me permettraient d'obtenir un logement décent à un prix attractif. Nous avons scellé notre accord par une poignée de main, et il a accepté de faire passer le mot que j'avais choisi de quitter mon emploi volontairement. L'étape suivante consistait à rencontrer mon avocat et à expliquer ma décision de me séparer de Martha. Je lui ai demandé de lui signifier les papiers du divorce et de lui accorder la procuration pour vendre la maison, qui représentait 50% de nos actifs totaux. Bien que mon avocat, qui était aussi un ami proche de la famille, ait tenté de me persuader d'envisager des scénarios alternatifs, il a vite réalisé les changements importants qui m'attendaient. À minuit, je serais dans une autre ville, dans un autre état, et sans femme.
Dans l'après-midi, alors qu'une profonde fatigue m'envahissait, j'ai cherché un endroit pour me reposer et je suis tombé sur un motel assez démodé. Vers 20 heures, en utilisant un téléphone jetable que j'avais acquis à cet effet, j'ai composé le numéro de Ross et lui ai expliqué que c'était mon nouveau numéro de téléphone. Ross m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de maman, et j'ai révélé que j'avais découvert la veille qu'elle avait été infidèle. Il a exprimé sa déception et son inquiétude, me demandant ce que je comptais faire. J'ai partagé que je m'étais occupé de tout. J'avais fait mes valises, vidé mes comptes bancaires, démissionné de mon travail et je me dirigeais vers le sud, mettant fin à ma relation avec elle. J'ai également mentionné qu'elle recevrait les papiers du divorce d'ici la fin de la semaine. Ross a demandé si Amelia savait, et je l'ai informé qu'elle ne le savait pas encore. Je l'ai assuré que je le tiendrais informé et j'ai promis d'appeler régulièrement. Nous avons échangé des expressions d'amour et d'affection, et je l'ai rassuré en lui disant que je l'aimais et que je prendrais soin de moi. Après avoir conclu la conversation, j'ai contacté Amelia. La conversation était remplie d'une profonde tristesse. Mes enfants, le cœur lourd, ont appris la vérité sur les actions de leur mère et comment elles ont affecté notre famille. Témoins de l'influence destructrice de tante Victoria sur sa famille, mes enfants, comme moi, ont essayé de comprendre comment leur mère pouvait nous infliger la même douleur. J'étais certain que Victoria avait influencé sa sœur à agir de cette manière. Amelia, toujours franche, a rompu le silence en demandant depuis combien de temps cela durait et depuis combien de temps nous avions cessé d'être suffisants pour elle. Je l'ai réconfortée en lui expliquant que la durée et les raisons n'avaient plus d'importance. Ce qui importait, c'est que je l'avais aimée profondément, que je lui avais fait confiance de tout mon cœur, et qu'elle avait trahi cette confiance. J'ai rassuré Amelia de ne pas s'inquiéter et j'ai dit que j'irais bien. J'ai mentionné que j'étais incroyablement triste en ce moment, mais je croyais que je guérirais avec le temps, surtout si je pouvais maintenir une certaine distance avec sa mère. Je lui ai également assuré que je partagerais ma nouvelle adresse et qu'elle pourrait venir me voir une fois son année scolaire terminée. En faisant cette promesse, les larmes me sont montées aux yeux, et je voulais qu'Amelia sache qu'il y aurait toujours une place pour elle à mes côtés. À Tucson, la division optique était relativement petite, avec seulement 30 employés. Le directeur de district, qui ressemblait plus à son père qu'à un patron sévère, favorisait un sentiment de camaraderie et de confort au sein de l'équipe. Je me suis immédiatement senti comme un invité bienvenu, ce qui m'a apporté un certain réconfort pendant une période difficile. Un mois plus tard, j'ai choisi une jolie maison dans une copropriété. Pendant toute cette période, je n'ai maintenu aucun contact avec Martha, me fiant uniquement aux mises à jour de mon avocat et de mes enfants. Avancer n'a pas été sans défi. Une situation s'est avérée particulièrement exigeante. Mon avocat m'a informé que Martha était prête à contester le divorce, exprimant sa réticence à procéder et sa volonté de se battre jusqu'au bout, même si cela signifiait la ruine financière pour nous deux. En réponse, j'ai calmement demandé à mon avocat de ne pas poursuivre la procédure de divorce. J'ai dit que je ne m'en souciais plus et que je voulais lui donner la chance de reconstruire sa vie après les 24 années de bonheur que nous avions partagées. J'ai demandé à mon avocat de lui dire que je n'avais aucun désir de continuer la relation et que je lui souhaitais une bonne vie. J'ai ajouté un message plus coloré pour lui dire d'aller au diable et j'ai demandé à mon avocat s'il pouvait livrer ce message. Mon avocat, reconnaissant notre lien étroit, a répondu qu'il pouvait le faire avec plaisir, mais a averti qu'il y aurait des frais supplémentaires de 150 € pour cela. Les conversations avec les enfants étaient plus difficiles. Un par un, j'ai dû les convaincre qu'il n'y avait pas de retour en arrière sur cette décision. Le premier obstacle est survenu quand Amelia m'a dit « Papa, maman a complètement pété les plombs quand j'ai mentionné que je prévoyais de vivre avec toi cet été. » J'ai promis à Amelia que je ferais de mon mieux pour lui rendre visite, ainsi qu'à ses grands-parents. Cependant, sa réaction était si préoccupante que j'ai jugé nécessaire de m'éloigner de mon téléphone pendant quelques jours. Le comportement de Martha s'est aggravé lorsque Ross a décidé de partager son été entre nous deux. Quant à Martha, je me suis consciemment abstenu de m'enquérir d'elle, me concentrant sur le fait d'aller de l'avant dans ma vie. Ce n'était pas facile car des restes de mes sentiments pour elle persistaient encore, un mélange d'émotions liées à notre passé commun avant la trahison. Pourtant, avec l'aide de mes enfants, j'en ai progressivement appris davantage sur l'état d'esprit de Martha. À ma grande surprise, il s'est avéré qu'elle traversait une profonde dépression, reflétant le choc émotionnel que j'avais autrefois subi. C'est tout simplement incroyable, surtout compte tenu de ce qui est arrivé à sa sœur. Le concept est assez simple, quand vous trompez, vous blessez les personnes même que vous devriez aimer,
ce qui conduit à la destruction de votre mariage. Ensuite, vous continuez votre vie. Alors, comment Martha pouvait-elle être déprimée alors que j'ai fait tout mon possible pour lui permettre de continuer sans ma présence? Sa réticence à divorcer semblait être une fuite de la réalité, un moyen d'éviter de faire face au fait que ses actions ont fait s'effondrer notre famille. C'est absurde, n'est-ce pas? Pendant quelques heures, j'étais moi-même dans le déni, mais elle vivait dans le déni depuis 2 ans. Même si elle savait que nos enfants étaient en contact régulier avec moi, elle les utilisait comme un moyen d'exprimer des remords pour ses actions. À travers eux, elle essayait de me convaincre qu'elle était prête à tout pour prouver son amour pour moi. Bien que je comprenais que nos enfants nourrissaient des espoirs de réconciliation entre nous, je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à accepter de parler à Martha. La distance géographique entre nous était également un problème pour eux, car ils devaient choisir entre leur mère et moi. Martha était implacable dans sa recherche de mon lieu de résidence auprès de nos enfants. Tout ce qu'elle savait, c'est que je vivais dans l'un des États du Sud. Cela faisait presque 3 ans que je l'avais quittée, et elle a finalement réussi à découvrir où je me trouvais. Un jour fatidique, en quittant le travail, je l'ai aperçue rôdant près du bureau. Je ne pouvais pas comprendre comment elle avait découvert la ville où je résidais maintenant, car j'avais essayé de garder cette information strictement confidentielle. D'après ce que mes enfants m'ont dit, Martha était convaincue qu'une rencontre en face à face suffirait à me faire changer d'avis, mais j'étais déterminé à changer sa perception erronée. Rapidement et discrètement, je me suis éclipsé par une porte latérale, mon cœur battant la chamade, et j'ai appelé Louise pour l'informer de la situation. Connaissant mon plan, je me suis délibérément placé à la vue de Martha, l'attirant à me suivre. Quand je me suis garé sur le parking, Martha m'a rattrapé. Pour la dérouter, j'ai fait le tour de la ville pendant un moment, je me suis arrêté à l'épicerie, puis je suis rentré chez moi. En arrivant à la maison, je me suis garé et Louise, une belle latina de 30 ans, a ouvert la porte à la place de mes clés. Un instant plus tard, la sonnette a retenti, et Louise, berçant un bébé d'1 an dans ses bras, s'est précipitée pour ouvrir. De ma place dans la cuisine, j'ai observé l'étonnement de Martha en voyant Louise. Louise l'a saluée avec un accent espagnol distinct et lui a demandé comment elle pouvait l'aider. Martha a exprimé son désir de me parler. À ce moment-là, Louise m'a appelé depuis l'embrasure de la porte, et j'ai pris le bébé dans mes bras. Louise m'a dit de prendre soin de notre fille pendant qu'elle finissait de préparer le dîner. Je me suis tourné vers Martha et j'ai commencé, eh bien, avec un mélange de surprise et d'ironie dans ma voix. J'ai rencontré son regard, reconnaissant la situation. J'ai demandé d'un ton résolu mais attentif, demandant à Martha ce qu'elle voulait après presque 3 ans de séparation. Elle a répondu dans un murmure à peine audible, avouant qu'elle avait besoin de s'excuser et de transmettre à quel point elle était profondément désolée pour la douleur qu'elle m'avait causée. Elle a reconnu que ce n'était pas de ma faute, mais plutôt sa propre bêtise. Martha a exprimé son amour pour moi, d'hier et d'aujourd'hui, me décrivant comme le meilleur mari et père qu'une femme puisse espérer, tout en admettant sa propre irréflexion et ses remords sincères pour la souffrance qu'elle avait causée. J'ai trouvé ses excuses sincères touchantes, mais je savais qu'il était essentiel de mettre fin rapidement à cette mascarade. J'ai répondu, eh bien, ce n'est rien, feignant le bonheur. Comme on dit, tout cela appartient au passé. Je ne me suis pas attardé sur ces souvenirs depuis si longtemps que je peux sincèrement dire que je te pardonne. En regardant Tamarita, qui rayonnait de joie dans mes bras, j'ai continué, en conclusion, je te souhaite sincèrement une vie joyeuse remplie d'amour, tout comme la mienne, et ma voix portait des sentiments sincères. Les larmes de Martha coulaient sur son visage, et elle a marmonné quelque chose d'inintelligible. Elle s'est approchée avec hésitation, m'a étreint et a quitté la maison précipitamment. J'ai fermé la porte derrière elle. Louise, remarquant mon état fragile, est sortie de la cuisine. Se sentant soulagée et triste, elle a doucement pris Tamarita de mes bras, sentant mon besoin de réconfort. Je me suis appuyé contre la porte fermée, cédant aux larmes. Touchée par la scène, Louise m'a serré fort dans ses bras et a déposé un doux baiser sur mon front. Avec un regard déterminé, elle a saisi le téléphone. Elle a dit, « Je dois faire savoir à Horacio que je rentrerai bientôt à la maison avec notre fille. » Sa voix dégageait chaleur et confiance. J'ai chuchoté, « Merci, Louise », sincèrement reconnaissant de sa présence et de son soutien indéfectible. J'ai dit à Louise, « Assure-toi de dire à Horacio que je vous attendrai au barbecue samedi. » Et sa voix débordait d'enthousiasme, « Absolument, patron. Je vous verrai au bureau demain. »
La semaine suivante, mon avocat a reçu les papiers du divorce, dûment signés par Martha. En allant de l'avant, j'ai réalisé que la guérison prend du temps et que je devais trouver mon propre rythme. J'ai noué des liens avec plusieurs amis, n'ayant de relations intimes qu'avec une seule, sans aucun engagement sérieux. Il semblait que je surmontais enfin la douleur qui m'avait été infligée. Je suis devenu moins craintif des femmes, perdant ma nervosité et ma timidité. Reconnaissant cette croissance personnelle, j'ai commencé à penser qu'il était peut-être temps d'accorder à Louise la liberté de me présenter à une femme gentille et appropriée. Faisant confiance à son jugement, j'ai envisagé l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui pourrait ramener un bonheur authentique dans ma vie. Maintenant, je reconsidère ma décision après cette rencontre inattendue. Des doutes ont surgi, non pas sur le fait de quitter Martha, car cette décision reste ferme, mais sur ma supposition antérieure que nous n'avions rien en commun. J'ai toujours cru que nous n'avions rien à nous dire, supposant qu'elle comprenait ma position sur l'infidélité et comment je réagirais dans une telle situation. Cependant, en écoutant des fragments de l'histoire de Martha lors de notre récente conversation, je commence à me demander si j'aurais dû éviter cette confrontation, malgré mon aversion pour elle. Une chose, cependant, est indéniable, me retirer de sa vie a été la meilleure chose à faire pour moi. Cela m'a permis de trouver la paix et de me rétablir, loin de l'environnement toxique qui nous engloutissait. J'aimais tellement Martha que si je l'avais rencontrée à ce moment-là, j'aurais peut-être succombé à ses remords et accepté ses excuses. Cela aurait pu conduire à plus de souffrance et à un divorce éventuel. Mais maintenant, 3 ans après sa trahison et notre séparation, les excuses de Martha m'ont soudainement donné un sentiment de clôture. Elles m'ont libéré de la douleur que je portais et ont offert une lueur d'espoir pour l'amour une fois de plus. Avec le temps, je pourrais même envisager de révéler que je n'ai pas réellement une deuxième fille, bien que je ne sois pas certain de décider de le faire. Je ne lui dois plus rien, et le choix de le divulguer ou de le garder pour moi m'appartient. Je me suis enfin déchargé des obligations envers elle, me permettant d'aller de l'avant et d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. Mais pas pour longtemps. Hier, j'étais près de la tombe de Martha avec mes enfants et de nombreux parents, y compris Victoria. J'ai pleuré amèrement, comme tous les autres présents, mais je n'ai pas vu une seule larme sur le visage de Victoria. Martha, dans un état de désespoir complet et d'ivresse, a été impliquée dans un accident mortel. Sa vie n'a pas pu être sauvée. J'ai longtemps réfléchi à la raison pour laquelle Victoria avait encouragé sa sœur à avoir une relation extra-conjugale avec son amant et je ne suis arrivé qu'à une seule explication, c'était une forme de vengeance contre Martha et moi pour avoir révélé sa trahison. Ce qui avait conduit à la fin de son mariage avec Mike. Peut-être que maintenant, Victoria ressent un certain soulagement alors que sa sœur gît dans un cercueil. Et je sais une chose, je n'aimerai jamais aucune femme comme j'ai aimé Martha.